Bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler transfert d'entreprise et transfert automatique des contrats de travail. Ce sera dans quelques instants avec Laura Berdugo d'Honnersberg, Counsel chez Taylor Wessing. On parlera ensuite médiation commerciale avec Annabelle Rigard-Abramovitz, directrice juridique chez MK2, également membre de la commission médiation du Cercle Montesquieu. Et enfin, Eric Hickel, associé chez BWC Société d'avocats, nous parlera du pacte vert. Voilà pour les titres. On commence tout de suite. Lex Inside. On commence tout de suite ce Lex Inside et je suis en compagnie de Laura Berdugo d'Honnersberg, Counsel chez Taylor Wessing pour parler transfert d'entreprise et transfert automatique des contrats de travail. Laura, bonjour. Bonjour Arnaud. Comment fonctionne un transfert de contrat de travail? Dans quelle situation s'applique-t-il? Alors, la première étape, c'est d'analyser tout d'abord si on est dans le cadre d'un transfert automatique des contrats de travail avec une application de l'article L1224.1 du Code du travail qui, comme son nom l'indique, est automatique, donc s'impose de par la loi aux parties et ne nécessite pas forcément un formalisme particulier. Ou si on est à l'inverse dans le cadre d'un transfert volontaire, donc là, pour le coup, il faut l'accord en amont du transfert du salarié, généralement formalisé par une convention tripartite de transfert entre l'employeur initial, le salarié et l'entité dans laquelle il va être transféré. Alors, comment savoir si on est dans le cadre d'un 1224.1 ou pas? On a du coup cet article du Code du travail qui spécifie certaines hypothèses dans le cadre de l'application du transfert automatique des contrats de travail, notamment la cession de fonds de commerce, la fusion d'entreprises. Et puis, on a également la jurisprudence qui a un petit peu élargi l'application de l'article L1224.1 et donc le transfert automatique des contrats de travail en précisant deux conditions finalement. La première, c'est le fait d'être dans une entité économique autonome, c'est-à-dire un ensemble de personnes organisées avec des moyens corporels et incorporels qui font une activité autonome économique. Et puis, le fait que cette activité économique autonome soit transférée chez un nouvel employeur et maintenue en l'état chez un nouvel employeur. Donc, quand on a finalement ces deux conditions, on est dans le cadre d'un transfert automatique. Sinon, on est dans le cadre d'un transfert volontaire. On a bien compris ce qu'était un transfert automatique des contrats de travail. Comment les salariés peuvent-ils contester ce transfert automatique de contrat de travail? Et dans quelle situation le ferait-il? Pour quelles raisons le ferait-il? Alors, il est à noter, parce que c'est quand même important, que le principe de l'application de 1224.1, si on est dans ce cadre-là, est automatique, s'impose aux salariés et à l'employeur, et que si le salarié refuse l'application du 1224.1, on considère qu'il est démissionnaire. Pour autant, ça ne l'empêche pas évidemment de contester son transfert automatique. Alors et c'est d'ailleurs on le voit de plus en plus finalement, alors même que l'esprit de la loi initiale était quand même de protéger les règles applicables aux salariés, de protéger ses droits et de protéger son poste. Mais on voit que de plus en plus de salariés finalement, à l'inverse, ne veulent pas être transférés. C'est, pour répondre à votre question, c'est généralement le cas dans le cadre de transferts partiels d'activité où l'entité employeur initial subsiste toujours, existe toujours, et le transfert d'une activité autonome est faite, et pour autant s'inscrit dans un cadre un peu plus large de réorganisation où il y a souvent un licenciement économique collectif ou un PSE qui est mis en place dans l'entité initiale, et donc les salariés préfèrent bénéficier de mesures d'accompagnement favorables ou d'indemnités subséquentes plutôt que d'être transférés chez un nouvel employeur.
de manière plus sporadique, mais vraiment moins généralisée. On a certains salariés qui préfèrent être réintégrés dans leur entité initiale pour des raisons qui leur sont propres, mais généralement, voilà, c'est pour avoir le bénéfice d'un plan social. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la jurisprudence. Quelles sont les avancées issues de la jurisprudence? Notamment, je pense à l'affaire Intel. Alors, ce qui est intéressant dans les jurisprudences récentes, c'est qu'elles ont pour effet de reprendre globalement la jurisprudence communautaire qui existe et d'élargir finalement un petit peu l'application de l'article L1224.1 et le transfert automatique donc des contrats de travail. Dans l'affaire Intel, de manière plus précise, on a plusieurs intérêts, notamment un premier intérêt qui est lié à l'existence de l'entité économique autonome en tant que telle, puisque la Cour réaffirme que l'existence d'une entité économique autonome est indépendante des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion du service qui sera transféré. Pour en conclure qu'une entité économique autonome peut résulter de deux parties de société distinctes qui font partie d'un même groupe. Pour reprendre un petit peu les faits d'espèce de l'arrêt Intel, justement, on avait donc deux sociétés dans le groupe Intel qui exerçaient l'activité de recherche et développement pour des logiciels embarqués. Donc c'est quand même assez spécifique, il faut le reconnaître. Et la Cour a considéré que ces deux parties distinctes de sociétés formaient elle-même une entité économique autonome qui était transférée dans une nouvelle entreprise, une NewCo, et donc que l'application de l'article 1224.1 devait être faite. Ça, c'est pour la partie existence de l'entité économique autonome. Et on a un deuxième apport qui est intéressant, c'est sur la continuité de l'activité transférée, puisque c'est quand même la deuxième condition pour appliquer le transfert automatique. Que dit la jurisprudence dans ce cas ? Alors, il a été jugé que la modification ultérieure des équipes et de l'organisation interne n'avait pas pour effet de mettre à mal la continuité de l'activité. Donc, il faut regarder au jour du transfert le maintien de cette activité et l'apprécier au moment du transfert et non pas ultérieurement. S'il y a des modifications ultérieures dans la NewCo, finalement, ça n'a pas d'impact sur le maintien du transfert. Et dans l'arrêt Intel notamment, c'était intéressant puisque l'activité qui avait été considérée comme entité économique autonome transférée était celle des logiciels embarqués, peu importe que finalement elle s'applique sur des téléphones, des tablettes ou dans la NewCo sur des voitures. Alors pour terminer, que doivent aujourd'hui anticiper les entreprises dans le cadre d'un apport d'activité à venir ? Alors, il faut continuer à faire une appréciation in concreto, finalement, des faits d'espèce, vraiment de manière assez précise, peut-être un peu plus méticuleuse qu'avant. Et puis, il faut s'intéresser au groupe, c'est quand même le point principal, et non pas que à l'entreprise dans laquelle une entité pourrait exister ou non. Donc une vision d'ensemble. Une vision d'ensemble, exactement, une vision d'ensemble. Et puis, finalement, ça s'applique à ce qu'est un groupe aujourd'hui très régulièrement, où on a des activités qui sont autonomes mais transversales. On a souvent dans beaucoup de groupes des parties de société, la recherche et développement qui va être mis dans une entité, le commercial dans une autre entité. Donc, il faut prendre l'entité distincte, l'activité distincte en tant que telle, pour savoir si elle est autonome et si elle est transférable. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On continue cette émission Lex Inside et je suis en compagnie d'Annabelle Abramovitz, directrice juridique chez MK2, également médiatrice et membre du Cercle Montesquieu. Annabelle, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la commission médiation du Cercle Montesquieu vient de publier un livre blanc sur la médiation commerciale. Pourquoi un guide pratique sur la médiation commerciale et à qui est-il destiné ? Alors, je rappelle d'abord ce qu'est la médiation commerciale. C'est un processus amiable par lequel deux entreprises qui sont en conflit décident d'essayer de mettre fin à leurs différends par un accord avec l'aide d'un tiers indépendant, le médiateur.
Et pour répondre à votre question, l'objet de ce livre blanc, c'est de faire mieux connaître la médiation commerciale. Parce que nous sommes partis d'un double constat. Le premier, c'est que malgré tous ces avantages, la médiation commerciale est assez peu connue des entreprises, donc peu pratiquée. Donc nous avons débuté par une étude auprès de magistrats, d'avocats et de directeurs juridiques pour comprendre ces freins. Et le second constat, c'est qu'il y a beaucoup de littérature sur la médiation, mais assez peu qui soit axée pour les entreprises. Donc nous avons fait le choix de présenter notre travail sous la forme d'un kit pratique qui soit surtout à des fins pédagogiques. L'objectif, c'est vraiment convaincre les responsables juridiques de recourir à la médiation et les aider à convaincre leurs dirigeants, puisqu'évidemment, ce sont les dirigeants, in fine, qui le plus souvent décident. C'est vraiment ce qui a animé le groupe de travail depuis le début, groupe de travail que j'ai présidé avec Denis Musson, président du Cercle Montesquieu, et qui le représente au Conseil national de la médiation dont il est membre. Et nous avons été accompagnés dès le début dans ce projet avec Equanim International, qui est un centre de médiation des affaires, et avec 2 cabinets d'avocats amis du Cercle qui pratiquent la médiation, les cabinets Lacourte et le cabinet Baker. Alors maintenant qu'on connaît mieux la médiation commerciale, dans quel cas y recourir ? Alors, j'ai presque envie de dire, dans tous les cas de litige entre entreprises, on peut recourir à la médiation. Bon, c'est pas tout à fait exact parce qu'il y a des hypothèses où, évidemment, il faut que le juge tranche. Quand il y a des questions de principe, quand il y a des jurisprudences qu'on veut faire évoluer pour mettre fin à une pratique dans un secteur, par exemple, il faut des décisions de justice, évidemment. Mais hormis ces hypothèses, je dirais vraiment que dans tous les cas, la médiation doit être tentée par les entreprises parce qu'elles ont beaucoup à y gagner. Alors, évidemment, on identifie des typologies de dossiers où c'est particulièrement adapté, notamment les litiges qui sont, enfin les dossiers qui sont complexes. J'entends par là les dossiers qui ont plusieurs parties, qui ont plusieurs dimensions juridiques, mais aussi humaines, financières, techniques. Et la médiation est adaptée parce qu'elle a une approche vraiment globale et pas seulement juridique. Les autres types de dossiers, ça va être les dossiers internationaux, parce que là aussi la médiation permet de limiter en quelque sorte les problématiques liées au droit international privé, que ce soit la juridiction compétente, la loi applicable, les questions d'exéquatur. La médiation est aussi adaptée, vous voyez, dans plein de dossiers, dans les dossiers qui sont sensibles et qui peuvent exposer l'entreprise à des questions de réputation et d'image, puisque la médiation est totalement confidentielle. C'est l'un de ses atouts. On a aussi dans nos questionnaires, beaucoup de retours sur le fait que la médiation est très adaptée quand il faut préserver les relations entre les parties, puisque le médiateur fait vraiment un travail de fond qui permet de repartir sur des bases saines et pérennes. Et enfin, la médiation est aussi très adaptée pour les litiges où il faut trouver une solution rapidement, parce que les délais sont très courts, en moyenne 3 mois. Donc si on compare avec les délais d'un procès judiciaire, en général c'est plutôt 3 ans si on compte la première instance au commerce et puis l'appel. Donc toutes ces vertus sont... Donc on voit que la médiation commerciale peut être utilisée dans plein de domaines, dossiers complexes, sensibles, mais concrètement, comment ça se passe ? Alors déjà, il faut savoir qu'on peut on peut entrer en médiation à tout niveau, à tout moment. C'est-à-dire que ça peut être avant tout contentieux. Les parties peuvent le décider spontanément ou sur la base d'une clause qui est stipulée au contrat. Ça peut être pendant la procédure et ça peut être à l'issue de la procédure quand on a une décision pour éviter un recours, par exemple, ou pour prévoir les modalités d'exécution. Après, comment ça se passe concrètement ? Ce sont des réunions avec le médiateur. Il est là pour guider les parties, pour encadrer les échanges et pour veiller à ce que le processus soit toujours constructif. Et si les parties le souhaitent, il peut leur suggérer des pistes de réflexion. Donc il y aura des réunions plénières avec toutes les parties et c'est important, il peut y avoir aussi des apartés parce que la médiation peut ne pas être contradictoire, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer le médiateur sans les autres parties et lui communiquer des éléments sans les fournir à l'autre partie. Ça, c'est un atout aussi qui est très intéressant. Après, évidemment, on est assisté par nos avocats tout au long de la procédure de médiation. Et après, c'est assez flexible, finalement. Beaucoup de modalités pratiques sont convenues ensemble avec le médiateur. En définitive, quels sont les atouts de la médiation commerciale ? Alors, les atouts, on en a évoqué, il y a la confidentialité, la flexibilité, la rapidité, le non contradictoire. Il y a aussi les coûts qui sont bien moindres que pour un procès judiciaire. Et puis, il faut aussi rappeler que la décision qui aura été choisie par les parties, convenue par les parties, peut être revêtue de la formule exécutoire. Donc, leur solution aura la même force qu'une décision de justice. Ça, c'est aussi un atout fondamental. Et je terminerai par le dernier qui, à mon sens, est le plus important, alors c'est du bon sens, mais en médiation, il n'y a pas d'aléa.
Les solutions sont construites par les parties, donc il n'y a pas de perdant. C'est vraiment une solution sur mesure win-win. Et plutôt que d'attendre qu'un tiers prenne la décision à sa place et sans savoir quand il va trancher et comment il va trancher, le dirigeant, conseillé et accompagné par sa direction juridique, maîtrise son différend et reste du coup pleinement dans son rôle de business et de décideur. On va conclure là-dessus. Merci Annabelle d'être venue sur notre plateau. Merci Arnaud. Et je me permets de préciser que notre kit est téléchargeable sur le site du Cercle Montesquieu dans l'onglet de la Commission Justice économique. Donc, voilà de quoi prolonger notre échange pour en savoir plus sur la médiation commerciale. Tout à fait. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et je suis en compagnie d'Éric Hickel, associé chez PwC, société d'avocats, avec qui on va parler du pacte vert. Éric Hickel, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que le pacte vert? Quels sont les enjeux? Alors le pacte vert s'inscrit dans une prise de conscience. En fait, l'Europe, le monde ont pris conscience du changement climatique, de la dégradation de l'environnement. Et donc, à partir de 2019, l'Union européenne a eu à cœur de mettre en place ce qu'elle appelle le Pacte vert pour l'Europe, le Green Deal, qui est un projet extrêmement ambitieux, qui en fait est un cadre finalement, un cadre de différents textes très denses, certains diront même trop denses. Mais on va y revenir, et dont l'ambition en fait est de transformer les pays de l'Union européenne en une économie à la fois moderne, durable et compétitive. Donc le terme de compétitif est très important, et on y reviendra également plus tard. Il faut comprendre que le pacte vert n'est pas uniquement une contrainte, mais également une opportunité. Alors, ce qui frappe, en fait, c'est que c'est un savant mélange, le pacte vert, de contraintes, le cadre réglementaire, avec des prélèvements confiscatoires pour décourager les entreprises les moins vertueuses. Alors, ça concerne les déchets, le bâtiment, des incitations, avec des crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt vert, mais surtout beaucoup de transparence. Et en fait, plus que des sanctions, on fait confiance au marché, aux consommateurs et aux investisseurs pour orienter finalement les flux financiers vers les entreprises qui seront les plus vertueuses en termes de développement durable. Là où on est frappé quand on regarde le pacte vert, c'est par le nombre de réglementations. Il y en a à peu près 70. Certaines ont été mises en place. C'est considérable. Voilà, c'est considérable. Et ça fait peur à beaucoup d'entreprises. Ça fait peur, ça effraie le monde économique, évidemment. Mais surtout, tous les sujets y passent, en fait. C'est la rénovation des bâtiments pour que ce soit plus des passoires thermiques, une nourriture saine et abordable avec des circuits courts en privilégiant le local, des produits qui doivent être plus facilement réparables, plus facilement recyclables, avec des garanties qui sont poussées à 1 an ou 2 ans, avec la responsabilité élargie des producteurs, des transports publics moins énergivores, plus nombreux, parce qu'en fait, il y a également une ambition de ne laisser personne sur le côté. Donc en fait, il y a accompagner cette transition durable. En fait, il y a un volet aménagement du territoire. En réalité, on veut que l'innovation technologique et la transition climatique profitent à tous, en fait, à tous les territoires et à toutes les personnes. On pourrait également citer la biodiversité. Donc, quand on regarde un petit peu, on se rend compte qu'en fait, c'est un énorme chantier très ambitieux. D'ailleurs, l'Union européenne a parlé de troisième révolution industrielle. Donc c'est ambitieux, très ambitieux, large. Et est-ce que les entreprises sont préparées pour justement digérer, vous avez dit 70 textes, exactement, appréhender cette transition énergétique? La notion d'entreprise est très protéiforme en fait. On ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même sac, mais notre constat est que pour l'instant, il n'y a pas un degré de maturité qui est suffisant. C'est-à-dire que les réformes sont arrivées très vite, très brutalement, et qu'il n'y a pas une appréhension globale des entreprises
pour inscrire les objectifs ESG finalement dans leur stratégie. Donc ce sont des mesures au cas par cas, des mesures ad hoc, mais il n'y a pas de vision globale. C'est un peu le sentiment qu'on a, avec un degré de maturité qui est évidemment beaucoup plus important dans les grandes entreprises, dans les sociétés cotées, puisqu'il y a un certain nombre de textes qui s'appliquaient déjà à elles, et donc qui ne sont pas totalement nouveaux. Finalement, le reporting de durabilité n'est pas très différent du reporting extra-financier. Donc pour ces sociétés-là, c'est pas un escalier, c'est une simple marche. On peut en dire autant sur le devoir de vigilance européen qui arrive et qui sera finalement pour les entreprises françaises pas quelque chose de totalement nouveau, puisque la France était aux avant-postes. Et en fait, parce qu'il y a toute une série de lois, de règlements qui sont déjà applicables et que les sociétés, alors soit appliquées sur une base contraignante, c'est-à-dire ces textes appliqués parce elles dépassaient certains effectifs, par exemple les entreprises de plus de 500 salariés qui doivent faire un reporting sur le carbone, ou sur une base volontaire parce qu'elles veulent changer leur image, se moderniser et voilà. Donc en fait, si on vous comprend, si on vous suit, c'est pas un effort considérable pour les entreprises que d'appliquer ce pacte vert? Non, c'est pas ce que je dis. En fait, pour certaines entreprises comme les sociétés cotées et les grosses entreprises, elles ont évidemment des obligations de reporting très importantes, des obligations de repenser leur direction juridique, de repenser leur organisation, mais en fait, elles ont la voilure et les capacités financières pour le faire. Là où on est plus inquiet, c'est sur plutôt les PME, les PME et les ETI qui sont insuffisamment armés pour à la fois appliquer tous les textes qui arrivent, pour anticiper les textes qui arrivent. Et dès lors, elles vont forcément perdre en valeur parce qu'elles ne respecteront pas tous les objectifs de développement durable qu'on leur assigne. Mais en plus, elles vont passer à côté d'opportunités. Voilà. Puisqu'en fait, le pacte vert, c'est également un certain nombre d'opportunités. Voilà, c'est des crédits d'impôt, c'est un certain nombre d'incitations, et c'est la carotte et le bâton, en fait. Et il est très important, on est persuadé chez PwC qu'il est absolument vital pour toutes les entreprises, mais y compris les PME et les ETI, de profiter de cette pause réglementaire à laquelle on est en train d'assister pour se réorganiser très vite, pour repenser toute la stratégie. Une fois encore, c'est pour ça qu'on parle de troisième révolution industrielle. En fait, on veut vraiment repenser toute notre économie et saisir les contraintes du développement durable et de la protection de l'environnement pour se refonder, pour se réorganiser, pour se digitaliser, pour repenser sa stratégie en donnant autant d'importance à l'extra-financier qu'au financier. Et c'est d'ailleurs le principe de la CSRD, voilà, qui est un des gros projets du Pacte Vert, en fait, qui pose un cadre avec un certain nombre de définitions, de normes et de reporting pour qu'en fait on puisse comparer, pour que le public, pour que les investisseurs puissent comparer toutes les entreprises avec la même grille de lecture. Et finalement, on fait confiance au marché pour dire voilà. Finalement, il n'y a pas de sanction à la CSRD, c'est juste de la transparence. Donc c'est aux entreprises de se saisir de ces opportunités. Exactement. De toute façon, la CSRD, elles vont y être contraintes, mais après, c'est à elles d'être intelligentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction, certes, mais si vous êtes obligé de déclarer que vous faites éventuellement travailler les enfants, que vous ne respectez pas la parité homme-femme ni la diversité, voilà, la sanction, c'est le public qui est de moins en moins, qui a moins en moins de goût pour les sociétés les moins vertueuses, et puis les financiers qui vont finir par se détourner de ces entreprises. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.